Madame, monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver en cette nouvelle année. Bonne et heureuse année à tous. Santé, prospérité et paix dans le monde, évidemment, ce qui n'est pas évident. On se retrouve comme tous les jeudis soirs pour donc aborder l'essentiel de l'actualité. Avec d'abord la honte, le déshonneur et l'indignité du Maroc en pleine compétition de la Coupe d'Afrique des Nations. Rabat profite de la ferveur footballistique et pousse la normalisation à l'alliance stratégique avec l'armée génocidaire responsable du massacre de dizaines de milliers de Palestiniens, dont 20 000 enfants depuis au moins 2 ans. Le Maroc devient ainsi le premier pays et le seul pays arabe à aller aussi loin dans le partenariat sécuritaire avec l'entité sioniste, malgré une opinion nationale radicalement opposée à ce projet. Et justement, à Gaza, les bombes continuent de pleuvoir sur les civils palestiniens. Le cessez-le-feu, entériné en octobre dernier, octobre 2025, est quotidiennement violé par l'armée génocidaire et les perspectives de la poursuite du plan de paix s'évaporent. Chaque jour, on en parle dans un moment. En deuxième partie d'émission, nous parlerons des nouvelles perspectives pour le marché mondial du pétrole et son impact sur notre pays avec le déploiement prochain du pétrole, du brut du Venezuela. Le Venezuela qui détient entre 17 et 20% des réserves mondiales. Les incertitudes s'intensifient entre, bien sûr, flambée de la production, faiblesse de la demande et baisse des prix. L'Algérie se prépare également à démarrer l'un de ses plus gros projets miniers, Garage Billet. Les premiers essais techniques de la ligne ferroviaire Tindouf-Béchar ont été concluants. Les essais ont permis de valider et de vérifier l'infrastructure sur l'ensemble du tracé de 950 km. Voilà donc le programme que nous avons choisi pour vous ce soir. Et on en parle d'abord avec nos invités. Dr Saïd Ayachi, bonsoir. Bonsoir. Bonne et heureuse année à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président du Comité national de solidarité avec le peuple sahraoui, militant aussi des droits de l'homme. Bonsoir. Bonsoir à vous également. Et également avec nous, M. Adnan Limam, expert en relations internationales. Il est avec nous depuis Tunis. Bonsoir Adnan Limam. Bonne et heureuse année à vous également. Bonsoir, merci à vous. Bonne et heureuse année à tout le monde. Merci à beaucoup. Tous qui nous regardent et tous ceux qui nous entendent. Merci beaucoup. Avec nous, nos consultants évidemment de l'émission. Zine Chafaoui, bonsoir, bonne année. Bonne année, bonsoir Samia, bonsoir à tous les fidèles de Canal Algérie. Sami Kaidi, bonsoir, bonne année à vous. Bonsoir également. Samia Bacha, excellente et heureuse année à vous et à l'ensemble des téléspectateurs. Merci beaucoup. Je vous le disais, on va commencer cette soirée en abordant la question du Maroc qui donc, comme je le disais, pousse la normalisation à la coopération ou le partenariat stratégique avec l'armée génocidaire. Avant d'analyser la teneur du partenariat de défense entre le Maroc et l'entité sioniste, ce qui interroge Dr Ayachi, ce qui nous interroge ce soir, c'est qu'en plein processus génocidaire et de nettoyage ethnique du peuple palestinien, même les alliés occidentaux de l'entité sioniste se cachent un peu, sont un peu honteux d'annoncer leur collaboration, voire leur complicité dans le génocide, mais pas le Maroc, qui l'assume pleinement et publiquement. Pourquoi, à votre avis ? Je crois que ce n'est même pas le problème d'assumer, parce qu'assumer, il y a une notion de responsabilité, de conscience. Je crois que le régime marocain a perdu toute l'attitude rationnelle de pouvoir engager un État dans un partenariat donné. Le Maroc, pour être récompensé comme il l'a été par la reconnaissance par certains États de sa pseudo-souveraineté sur le Sahara occidental, et pour avoir aussi obtenu, souvenons-nous, juste fin octobre, souvenons-nous du draft 0, sinistre et frontal contre le droit international. Donc le Maroc maintenant, il a mis le doigt dans l'engrenage et il ne peut plus faire marche arrière. Je dis le Maroc, le régime marocain. Et donc aujourd'hui, on l'a vu d'ailleurs, vous l'avez dit dans votre introduction, le Maroc, parmi les pays qui ont normalisé, les pays arabes qui ont normalisé le plus avec l'entité sioniste, et l'État qui s'est le plus engagé, qui a engagé la plus grande coopération avec l'entité sioniste. Pourquoi justement? Parce que justement, il est maintenant entraîné dans cette spirale
il est vous avez utilisé le terme, dans un axe géostratégique qui est dirigé par l'entité sioniste, mais il est l'exécutant. Nous assistons à une vassalisation, à une soumission du Maroc à l'entité sioniste qui ne fait qu'exécuter ce qui est conçu, pensé et réfléchi à Tel Aviv. Et donc aujourd'hui, le Maroc est complètement pris dans un engrenage dont il ne peut pas se sortir. Aujourd'hui, le Maroc, bien sûr, parce qu'il y a un phénomène d'entraînement et une fuite en avant, il ne peut plus revenir, du moins le régime marocain croit qu'il ne peut plus revenir en arrière. Avec tout ça, nous allons tout à l'heure en parler, des conséquences tout à fait négatives qui viennent du peuple marocain qui refuse cette stratégie. Oui. Le Maroc, lui, bien sûr, maintenant exécute quasiment les ordres qui lui sont donnés par Tel Aviv pour servir justement l'hyperpuissance qui, elle, a un objectif beaucoup plus planétaire, se servant et de l'entité sioniste, mais à un degré, j'allais dire, beaucoup plus appréciable, mais surtout le Maroc comme étant un porte-avions dans la région et une porte d'entrée vers l'Afrique de l'Ouest. Oui. Adnan Imam, est-ce que vous nous entendez d'abord correctement? Je vous entends très bien. Très bien. D'abord, pourquoi, selon vous, le Maroc particulièrement? Parce que certains États arabes et d'autres ont choisi ce partenariat avec l'entité sioniste, ont choisi, pour certains, pas pour tous, cette forme de vassalisation pour l'État génocidaire. Pourquoi donc le Maroc a poussé les choses aussi loin? C'est le deuxième round, j'ai envie de dire, de cette coopération sécuritaire depuis 2021. Et faut-il y voir aussi un message à l'égard de l'Algérie, selon vous? Bien évidemment, il faut rappeler avant tout que la coopération sécuritaire entre l'entité sioniste et le Maroc n'est pas nouvelle, hein. C'est une coopération qui remonte aux années 60 et qui est référencée dans des ouvrages, qui est mentionnée avec force détail dans des ouvrages de référence écrits euh, par des Israéliens qui étaient proches des cercles du pouvoir à l'époque. Et on parle d'une coopération et d'une collaboration très étroite entre l'entité sioniste et le Maroc. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que cette coopération n'est plus secrète, elle est désormais étalée à la face, dirais-je, de tout le monde. Bien évidemment, cette coopération pose de très gros problèmes au niveau régional, puisque nous savons que l'entité sioniste, quand elle pénètre dans une région, ce n'est pas pour rigoler, c'est pour susciter des tensions, susciter des guerres, susciter des affrontements, susciter des guerres civiles, instrumentaliser des groupes terroristes. Et nous savons tous qu'ils ont une grande expertise en la matière. Donc cela pose en fait un problème de sécurité d'une très grande gravité à toute la région, notamment aux États qui n'ont pas pris le train qui ne sont pas montés dans le train de la normalisation. Je veux dire par là, je vise par là, bien évidemment, l'Algérie et la Tunisie, puisque cette coopération militaire et stratégique a des objectifs. Le Maroc cherche des objectifs à travers cette coopération et l'entité sioniste également. Ce qui est sûr, c'est que cette coopération n'annonce rien de bon pour toute la région et elle lance un défi aux États de la région, notamment à l'Algérie et à la Tunisie, pour trouver des réponses appropriées. Il ne faut pas prendre cela à la légère, puisque d'après ce que nous avons constaté sur le terrain, nous parlons aujourd'hui d'une nouvelle génération de guerre, d'une guerre en réseau, de moyens technologiques nouveaux, de guerre. Il y a deux types de guerre, en fait, que mène l'entité sioniste, des guerres technologiques, entre guillemets, qui reposent sur l'instrumentalisation des sciences exactes
de la technologie, etc. Et il y a aussi des guerres d'une autre nature qui instrumentalisent non pas les sciences exactes, mais les sciences sociales. Des guerres qui montent les uns contre les autres, qui instrumentalisent les mouvements terroristes, etc., etc. Et Oui, nous avons vu tout cela d'une manière tout à fait claire au au Moyen-Orient, en Moyen-Orient. Syrie On va, et ailleurs. Donc, cette coopération pose un très grand défi aux États de la région à l'ensemble de la et ces région, voire États même doivent trouver les réponses urgentes et les réponses, dirais-je, stratégiques à ce défi stratégique. oui. Zine Cherfaoui, faut-il y voir une menace directe envers l'Algérie? En 2021, déjà, lors de la signature du premier pacte sécuritaire entre le Maroc et l'entité sioniste, le ministre sioniste des Affaires étrangères avait menacé l'Algérie lorsqu'il était en visite à Rabat. C'était une première là aussi. Et à l'époque, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, avait dit très clairement que l'Algérie était visée par ce pacte sécuritaire. Oui, alors juste avant de tenter une réponse à votre question, il faut juste rappeler que les relations ou la coopération en matière de défense et de sécurité qui lie le Maroc à l'État sioniste, à Israël, n'est pas nouvelle. Je veux dire qu'on rend visible ce qui était invisible pendant de très longues années. En réalité, les relations entre les deux États remontent à au moins 1965, date de la tenue à Casablanca La fameuse réunion, du fameux sommet de la, préparant la guerre. oui, de la Ligue arabe. Ouais. Et à l'époque, maintenant tout le monde le sait, ça fait partie des livres d'histoire, Hassan II avait autorisé le Mossad et le Oui, Shin mais Bet c'est pas à... pareil, Cherfaoui. Il y avait peut-être un échange de renseignements, mais là, on est dans l'équipement, on est dans l'échange Ah oui, oui, technologique, oui, enfin l'échange absolument. surtout. C'est Absolument, mais sinon... l'entité génocidaire qui va fournir un équipement de le pointe. mur de la honte qui sépare Oui, aujourd'hui, qui a été ou fait qui par- casse en deux le Sahara Oui. occidental, est une idée israélienne. Et une logistique aussi. Et Ehud Barak, qui était alors, je crois, capitaine, qui avait suggéré l'idée de séparer les deux territoires. Donc la coopération en réalité militaire, sécuritaire, etc., existe depuis des dizaines d'années. Mais là, il y a un Et là, cap. pour répondre à votre question, effectivement, la coopération maintenant affichée, assumée. Alors le Maroc maintenant atteint le comble du cynisme. Cette coopération, comme vous le disiez dans votre introduction, a lieu à un moment où l'on massacre le peuple palestinien. Donc on a assisté à un génocide qui dure depuis 2 ans. Il n'y a pas que Gaza, il y a l'agression contre le Liban, le Sud-Liban. Malgré l'accord de 2024, les bombardements continuent. Il y a la Cisjordanie qui est un anglement, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a tous les jours des Palestiniens qui meurent. Et bon, je ne voudrais pas être un oiseau de mauvais augure, mais... On reviendra là-dessus, on va de toute oui, façon débattre du sujet. on essaye de redessiner les frontières du Proche et Moyen-Orient, on a avec l'Iran, etc. Mais pour le Maghreb, effectivement, donc, cette relation pose des défis sécuritaires immenses. C'est clairement une menace. Clairement une menace, surtout qu'elle vient de 2 États belliqueux et coloniaux qui ont un narratif franchement et clairement colonial. Mais est-ce que, justement, Samy, ce cap franchi, ce nouveau cap, parce qu'il y en a eu déjà un en 2021, même si les relations entre ces deux entités coloniales sont finalement anciennes, ce cap signifie peut-être, je pose la question, je ne suis pas en train de le suggérer, mais est-ce que c'est pas aussi, ça n'annonce pas, et M. Adnan Limam le dit très clairement, que ça va poser des défis sécuritaires pour l'ensemble de la région? Bien sûr, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'abord nos frontières. Est-ce qu'on doit s'attendre directement à des attaques? Peut-être pas à court terme, mais à moyen, long terme. La menace, elle est claire et substantielle. Vous vous rendez compte, il y a véritablement un nouveau cap
sans précédent qui a été franchi. Car jamais un pays arabe, même ceux qui ont normalisé avec l'antitésioniste, n'est allé Même ceux qui ont normalisé le plus. Voilà. Parce qu'il y en a qui ont normalisé beaucoup moins. Tout à fait. Donc, ne sont jamais allés aussi loin dans la compromission et dans la soumission, avec des accords stratégiques sur le plan militaire et sécuritaire. Rappelons-nous que suite aux accords de 2021 en termes de coopération militaire, il y a eu le scandale de Pegasus, qui a notamment touché des membres du gouvernement français depuis le Maroc, où on a espionné leur numéro de téléphone, etc. Puis, ces menaces se sont constituées sur le terrain avec l'assassinat des camionneurs algériens, des camionneurs mauritaniens, sahraouis. D'ailleurs, un rapport du bureau sahraoui de coordination de l'action contre les mines de 2025 a rendu public des chiffres effarants, plus de 123 attaques qui ont causé la mort de plus de 160 personnes. Donc on voit bien que, in concreto, la menace est quotidienne et elle est présente. Et d'ailleurs, Samia Bacha, cette menace ne s'arrête pas qu'au Sahel, en Afrique du Nord, mais va bien au-delà. Imaginez-vous un pays comme l'Espagne. C'est un État qui est complètement menacé par cette coopération entre deux entités. Il ne le voit pas d'un très bon œil, d'ailleurs. Tout à fait. Entre l'antitésioniste et le régime marocain colonialiste et comprador. Donc, ce qui est très inquiétant, c'est qu'il y a un cap qui a été franchi, que cette coopération ne s'arrête pas de l'achat d'armement, bien que, bien entendu, le Maroc est devenu un client friand de l'armement de l'antitésioniste, mais il y a un transfert technologique qui est visible avec l'installation d'une usine de fabrication de drones de marque SpyX, qui est un drone d'espionnage et d'attaque. Donc là, on voit bien qu'il y a une volonté d'entraîner toute une région vers des lendemains incertains et finalement déstabiliser les peuples de la région. Donc il y a quelque chose de gravissime, il faut se rendre compte aussi de la gravité. Notre invité Adnan Limam l'a bien visé, c'est que l'antitésioniste ne fait jamais rien gratuitement et sa présence dans la région augure des lendemains vraiment incertains. Oui, c'est vrai que l'Algérie s'est équipée militairement voilà, pour se protéger. L'Algérie est cette puissance régionale, cette puissance militaire régionale qui protège ses frontières et qui a les capacités de se défendre et qui a une politique originale dans la région car elle refuse toute forme d'ingérence étrangère. Toutefois, la menace... Oui, mais peut-être que l'entité et le Maroc vont passer par des flancs mous. Bien sûr, ils n'hésiteront pas, car il faut revenir à la stratégie du régime sioniste et de cette entité. C'est une entité qui a toujours joué des divisions, qui a toujours cherché à provoquer... On voit ce qu'ils ont fait au Moyen-Orient. Tout à fait, au Moyen-Orient, où ils ont toujours cherché, notamment, ils l'ont même théorisé dès les années 80, avec le plan Oded-Inon, où on voit bien que ce régime génocidaire, qui est raciste, bien entendu, a toujours voulu détruire et diviser les pays selon des référents ethnico-religieux. On le voit bien notamment en Afrique de l'Est, et notamment au niveau de la Corne de l'Afrique, mais au Moyen-Orient, où ils ont essayé de théoriser des divisions ethniques, confessionnelles, etc. Donc, notamment au Liban, on se souvient. Voilà, donc là, c'est un peu un cri d'alerte. Instrumentalisé dans ce sens. Voilà, c'est un peu un cri d'alerte en disant que le loup est rentré dans la bergerie. Oui, ça fait un moment d'ailleurs. Oui. Alors juste pour compléter ce que vient de dire Sami Kaidi, il y a des rapports de services de renseignement qui font état d'une... en somme, il faut le dire, on est en guerre. C'est pas est-ce que c'est une menace, mais on est déjà en guerre parce qu'il y a des rapports, comme je viens de le dire, de services de renseignement qui font état d'une intensification de surveillance et de cyberintrusion en provenance du Maroc. Donc on est déjà dans une forme de guerre. Donc il ne s'agit pas de dire est-ce que la guerre va venir, mais on est déjà dans une guerre qui ne dit pas son nom. Et pour répondre clairement à votre question, l'alliance qui vient de se tisser n'est pas seulement perçue comme une provocation, mais comme une transformation, une tentative de transformation structurelle de la menace sécuritaire dans
dans la région qui méritent une réponse proactive. Donc, C'est quoi une réponse proactive? C'est quoi des solutions stratégiques et je vais reposer la question à Adnan Limam dans ce sens. oui, alors juste un élément. Alors là, Sami a bien fait de le souligner. C'est que l'Algérie est allergique à toute forme, déjà par principe, de présence extra-régionale sur le continent. Et ça l'est d'autant plus quand ça vient d'un pays comme Israël, qui est franchement belliqueux et franchement hostile donc à notre pays. Pas rien qu'un autre pays. Mais donc, vous avez parlé de solutions et de stratégies proactives. Vous pensez, vous vouliez dire quoi derrière ça? Tout simplement trouver des moyens de riposte adéquats, des réponses adéquates. Oui, Et ces moyens ne peuvent qu'être que multiformes dans la mesure où il y a une réponse à apporter sur le plan sécuritaire et militaire, une réponse à apporter sur le plan diplomatique, car il ne faut pas oublier... Africaine, africaine, tout à fait, car il ne au faut sein pas de l'Union oublier africaine. tout à fait, car il ne faut pas oublier que le régime colonial marocain sert de cheval de Troie à l'entité sioniste sur l'espace africain et arabe également, et qu'une réponse diplomatique proactive, comme l'a souligné Zine Sharfawi, doit être apportée, mais également sécuritaire et militaire, car la volonté de ce régime sioniste est encore une fois de diviser notamment l'unité du peuple algérien et de le pousser aussi comment dirais-je, de le pousser à sortir finalement d'une certaine unité, car on a vu cette semaine encore une fois une tentative de déstabilisation qui a été un échec clair, net et précis, où des fermes de trolls au Maroc et en entité sioniste ont essayé de pousser et de créer une espèce de propagande, de fake news, appelant les commerçants à la grève. Oui. Donc, ça a été rapporté massivement, notamment par la presse nationale. Et là, c'est un exemple concret cette semaine d'une tentative de déstabilisation sionisto-marocaine. Là, j'en ai l'impression Docteur Ayachi, c'est aussi une très mauvaise nouvelle pour la résistance sahraoui. Rabat va bénéficier, on le disait, de la technologie militaire avancée, de l'entité sioniste. Les deux parties viennent d'inaugurer, on disait, une usine de production de drones non loin de Casablanca. Il y a aussi l'armée marocaine qui est formée au niveau de l'entité sioniste, qui subit plusieurs formations. Des tests des drones innovants ont déjà été faits dans la région de Smara. Ce n'est pas un hasard, évidemment, localité sahraoui. Le Maroc serait-il en train de préparer, c'est peut-être un peu trop gros, mais n'ayons pas peur des mots, serait-il en train de préparer un génocide contre les Sahraouis, s'il le faut, ce que je veux dire? Je voudrais, avec votre permission, compléter très rapidement ce qu'ont dit nos amis à propos de notre pays. La lecture à faire de la situation actuelle est très claire. Il y a à notre frontière ouest deux pays complices sur beaucoup de sujets, entre autres la colonisation, l'un la Palestine, l'autre le Sahara occidental, avec les mêmes méthodes, l'un étant l'élève de l'autre, avec une détermination accrue pour les uns et les autres. Et on a souligné donc la montée en cadence de cette coopération multiforme. Hein. On peut en parler, détailler, c'est dans tous les médias. L'armement marocain multiforme, les satellites de surveillance, le logiciel Pegasus, l'artillerie, les usines de drones, etc. Ça, c'est pas pour rien du tout. Il y a en face d'eux, à côté, notre pays, qui est un ennemi juré pour l'un, en tout cas il le considère comme tel parce qu'on ne normalise pas avec lui. C'est l'un des rares pays arabes avec la Tunisie n'en prenant pas une position nette sur la normalisation, en la refusant de façon catégorique, institutions et peuples d'ailleurs. Et puis vous avez le régime marocain qui, lui, traite l'Algérie comme étant un ennemi parce que tout simplement, on ne le laisse pas coloniser et annexer et s'accaparer du Sahara occidental. Donc la complicité est complète. Le régime marocain a installé ce poison à notre frontière, pas pour rien du tout, pour nous intimider, pour nous impressionner, et le cas échéant, peut-être aussi, pour nous attaquer. En tout cas, ce qui est demandé aujourd'hui, c'est une vigilance extrême. Elle existe déjà. Elle exige aussi le renforcement du front intérieur, parce qu'on a le droit, on a le devoir
d'avoir un scénario de préparation pour parer à toute éventualité, qui fait partie des scénarios possibles. C'est plus de la paranoïa, effectivement. Pardon? Ce n'est plus de la paranoïa. Non, pas du tout. Au contraire, c'est la responsabilité politique. Oui, c'est un réel. S'il y a un responsable qui dirait non, tout va bien, il n'y a pas de problème, Oui, il n'y a pas de danger, je ne crois pas que ça existerait. C'est très clair. C'est très clair, C'est signé. Concernant les Sahraouis, nous sommes en pleine guerre asymétrique, c'est clair. Les Sahraouis, bien sûr, le disent très clairement que les drones jouent un rôle essentiel. On l'a vu d'ailleurs dans d'autres parties du monde. Mais il faut faire avec. C'est la résistance d'un peuple contre une armée maintenant surdéveloppée, etc. Il faut trouver d'autres formes de lutte armée. Parce que la véritable lutte n'est pas seulement armée. Le peuple sahraoui lutte de façon armée pour exprimer sa détermination et ses revendications. C'est le cas de tous les peuples depuis l'Antiquité. Maintenant, le véritable arsenal, sont les arguments juridiques, historiques, diplomatiques du peuple sahraoui. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte défavorable pour développer ces arguments. C'est la brutalité diplomatique. Il faut faire avec. Nous traversons une époque, mais c'est la seule ligne de résistance du peuple sahraoui et de ceux qui les accompagnent. C'est la seule ligne. Mais justement, pendant cette espèce de gap du droit international, ce creux, il pourrait se passer beaucoup de choses, puisque le droit n'a pas le droit de citer, si je peux m'exprimer ainsi. Madame Samia, Non, je vais juste vous reposer la question. Oui, Est-ce que si la résistance sahraoui, et on l'a vu avec la résistance palestinienne le 7 octobre 2023, parce qu'elle a réagi contre le processus de normalisation qui allait enterrer la cause palestinienne, etc., le système d'apartheid qui est désormais annoncé officiellement par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Et donc, si la résistance sahraoui continue justement de se défendre et de résister à la colonisation marocaine, est-ce que le Maroc pourrait aller jusqu'à commettre un génocide, vu qu'il est aujourd'hui en train de, dans la course à l'équipement, au suréquipement militaire? Mais bien entendu, il est avec... Donc c'est un nouveau cap qui pourrait être franchi. Mais bien sûr, mais bien sûr que cela fait partie des scénarios possibles. Sauf que je voudrais juste attirer votre attention du fait qu'il y a ce droit à l'autodétermination, le respect, la défense du droit international, d'un côté, la diplomatie brutale, irruptive, j'allais dire hors Nations Unies, qu'on voit ici et là. Seulement, je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est la résolution 2797. Le draft 0, c'était carrément une atteinte frontale du droit international. Puis elle a évolué parce qu'à l'intérieur du Conseil de sécurité s'est trouvée une très forte majorité qui dénonçait ce draft 0, qui l'a amené à une version beaucoup plus acceptable, beaucoup plus conforme du droit international. C'est donc encore une fois la résistance qu'il faut avoir en s'arc-boutant, en s'adossant au droit international pour lutter contre ces dépassements des uns et des autres, j'allais dire. Et puis vous avez vu la résistance palestinienne. Oui, il y a eu un génocide. Ils l'ont payé avec, je crois, au bas mot, il y a une centaine de milliers de morts, si ce n'est pas plus. Au bas mot, effectivement. Mais est-ce que vous avez vu comment la cause palestinienne est devenue une centralité de la vie internationale? Comment les universités à travers le monde, y compris américaines, se sont soulevées pour les Palestiniens? Les rues à Londres, à Berlin, à Paris et ailleurs se sont soulevées. Si la résistance palestinienne a probablement perdu 100 000 de ses citoyens, mais elle a engrangé d'immenses victoires sur le plan de remettre la cause palestinienne, j'allais dire, à l'agenda du jour, voir comment la résistance palestinienne est arc-boutée, déterminée, et le reste, malgré cela. Génocide, il en faut peut-être, si ceux qui veulent le commettre veulent aller jusqu'au bout, mais ils trouveront la résistance des peuples en face. Et pas seulement les peuples ne doivent pas rester seuls, voilà le problème. Et ils ne le sont pas seuls. Ni le peuple palestinien, ni le peuple sahraoui ne sont seuls. Et je crois qu'il y a une majorité de trucs. Moi je suis de ceux qui croient qu'il peut y avoir un effet boomerang de cette brutalité diplomatique. Elle va revenir, il faut un mauvais moment, j'allais dire. Mais ça peut prendre des années. À passer. Ça peut prendre des années, docteur Yachi. Ça peut être un cycle de brutalité. C'est le temps qui passe. Oui, justement. C'est ainsi. Mais entre-temps, on voit... s'écrit. Pardonnez-moi, entre-temps, on voit bien que les Palestiniens de Gaza, ils sont dans une espèce de camp d'extermination.
c'est le cas de le dire. En Cisjordanie, je le disais, le système d'apartheid avec une brutalité, une cruauté même, hein, un système très cruel qui est appliqué et des violences récurrentes de Un part. truc inadmissible, hein, ce qui se Oui, passe mais en ça, Cisjordanie aussi, hein. ça s'est aggravé, ça s'est nettement aggravé depuis 2023. Et vous avez des dénonciations qui viennent de toutes parts Voilà, mais pour ce qui se passe à Gaza, mais pour ce qui se passe en Cisjordanie aussi, y compris l'Union européenne, y compris au sein de l'Union européenne qui peut être... on va donner, je reviens à vous, Zine Charfaoui, on va donner la parole à Adnan Limam. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai posé la question à Adnan Limam sur le Maroc. On a parlé de, effectivement, la menace régionale, voire la menace sur l'ensemble du continent africain, de cette présence, de cette implémentation de l'entité sioniste. Mais est-ce que le Maroc peut aller vers la dérive extrême contre déjà le peuple sahraoui qu'il colonise et auquel il dénie le droit à l'autodétermination avec donc une armée désormais suréquipée avec des systèmes de surveillance et des drones armés, militaires et innovants? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, tout est possible. C'est l'un des thèmes principaux de la coopération militaire entre l'entité sioniste et le Maroc. Le Maroc s'équipe pour étouffer toute tentative de résistance de la part du peuple sahraoui. Cependant, il est un peu les supports conceptuels de la guerre en Palestine et par rapport au Sahara occidental ne sont pas les mêmes. Il est difficile d'envisager, par exemple, une guerre de nettoyage ethnique, puisque cela va très certainement se retourner contre ceux qui l'amènent. Le Maroc n'a pas les moyens de l'entité sioniste, il n'a pas les alliances de l'entité sioniste, donc il faut bien évidemment différencier entre les cas et les dossiers. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est très possible que le Maroc, équipé de nouvelles technologies et appuyé par son sinistre allié, dépasse certaines lignes rouges dans ce sens. Mais je ne pense pas que ça puisse aller jusqu'à une sorte de nettoyage ethnique, puisque cela va renverser la vapeur sur le plan régional et qu'il y aura très certainement des réactions très virulentes. Et de toutes les façons, il n'a pas les moyens pour faire cela et pour rester hors des écrans radars des médias internationaux, puisque... Qu'est-ce que ça change, Monsieur Limam? On n'aurait jamais cru que l'entité sioniste pourrait aller aussi loin en Palestine, un génocide en bonne et due forme. Bon, il n'y a pas de médias étrangers à l'intérieur de la bande de Gaza, mais les images qui fuitent quotidiennement, on sait ce qui se passe et pourtant il n'y a aucune retombée, c'est l'impunité totale. Et n'oublions pas que le Maroc bénéficie aussi d'une très large forme d'impunité dans le cas du Sahara occidental et des ressources qu'il exploite. Et depuis longtemps, hein, ce n'est pas nouveau, est appuyé, le régime marocain, pour être plus précis, est appuyé par ce qu'on peut appeler le sionisme international qui a bien évidemment la haute main sur le système médiatique international. Ça, c'est vrai, mais les configurations politiques sont un peu différentes, puisque ce qui est permis à l'entité sioniste n'est pas permis à d'autres entités. Donc, nous restons disons, dans certaines limites, mais bien évidemment, tout est possible. Là, les dérapages sont possibles, mais le régime marocain lui-même, peut-être, il n'a pas intérêt à perpétrer ou à décider d'une politique de nettoyage ethnique au Sahara occidental. C'est une question d'évaluation à partir des intérêts propres de ce régime.
Zine Chafaoui, vous vouliez ajouter quelque chose tout à l'heure? Oui, je voulais dire juste, en fait, c'est une clarification. Dans l'absolu, tous les États ont droit de nouer des coopérations avec qui ils veulent. Nous, pourquoi aujourd'hui, pourquoi cette émission? Cette émission, c'est que parce que on a un voisin, le Maroc en l'occurrence, qui noue une coopération avec un autre État, Israël. Le problème, c'est que cet État n'aide pas le Maroc à améliorer son agriculture, à améliorer un certain nombre de secteurs. Cet État est en train d'aider le Maroc à s'équiper en armement, à avoir des usines de drones, comme vous l'avez signalé, à servir de plateforme pour des cyberintrusions dans les pays de la région. On assiste tout simplement, on risquerait d'aboutir à un déséquilibre stratégique qui risquerait de provoquer la balkanisation de cette région. Et aujourd'hui, la presse espagnole en parle beaucoup, la presse française un peu moins, mais l'inquiétude que nous avons aujourd'hui concernant ce partenariat militaire et sécuritaire entre le Maroc et l'Algérie inquiète aussi et partagée aussi par un pays comme l'Espagne ou un pays comme la France. Oui. Donc aujourd'hui, c'est la nature de la menace qui risque de changer complètement dans la région. Vous pensez qu'il peut y avoir des réactions derrière la Méditerranée, des pays qui sont derrière la Méditerranée, si ce partenariat évolue encore plus et qu'il y a des actions précises? Je pense, il m'arrive de jeter un coup d'œil de temps en temps sur la presse spécialisée espagnole et française, mais la plupart du temps, les articles consacrés à ce partenariat sont des articles qui laissent transparaître des inquiétudes très claires. Oui, on risque de déboucher sur un déséquilibre dans la région, un déséquilibre stratégique. Alors justement, ces déséquilibres stratégiques, est-ce qu'ils n'ont pas commencé lorsque les sionistes ont reconnu le Somaliland? Qu'est-ce qui se cache déjà derrière cette initiative? Alors, je vais vous dire déjà qui n'est pas anodine. Le premier élément provoqué par ce rapprochement, je vous le dis, c'est la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. Donc l'effet a été presque immédiat. Lorsqu'on se rappelle la fameuse déclaration faite par un ministre israélien sur le territoire même du Maroc concernant l'Algérie. Donc les effets sont presque automatiques. Et il n'est pas interdit de penser, comme le dit M. Ayashi, qu'il n'y ait pas d'autres projets, etc. Et le propre d'un pays, justement, est de mettre sur la table tous les scénarios possibles. Et aujourd'hui, vu l'évolution de la situation, le scénario le plus apocalyptique est à retenir. Je dirais, il est... Mais vous n'avez pas répondu à la question du Somaliland. Oui, alors, concernant le Somaliland, effectivement, donc... on en parlait, beaucoup d'émissions ont été consacrées justement à la nouvelle donne géopolitique internationale. On est dans une recomposition du monde. Et la reconnaissance par l'entité sioniste du Somaliland participe de cette recomposition, redessiner... Pourquoi le Somaliland? Pourquoi maintenant? Pourquoi par l'entité sioniste? Oui, c'est la diplomatie des ports. Il y a la mer Rouge, il y a le passage de Bab el-Mandeb, il y a les Houthis en face, il y a les ressources du Soudan. La Corne de l'Afrique, qu'on le veuille ou non, est une région aussi très riche. Donc voilà, ce sont autant d'enjeux qui aujourd'hui peut-être ont convaincu Israël d'aller reconnaître le Somaliland. Mais il y a les routes maritimes, c'est extrêmement important. 30 à 40% du commerce mondial transite par Bab el-Mandeb. Pourquoi ils ne l'ont pas fait avant? Pourquoi maintenant? C'est ça qui interroge aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont des caps qui sont franchis à la fois au Maroc, cette fois la reconnaissance du Somaliland. Qu'est-ce qui pourrait suivre? C'est simple. Vous avez un affaiblissement des anciennes grandes puissances comme la Russie qui est occupée avec sa guerre en Ukraine. Vous avez la Chine qui est occupée avec le problème de la mer de Chine et Taïwan.
Et donc aujourd'hui, ils estiment que le moment est venu justement de procéder à ce genre d'opération. Et c'est la même chose d'ailleurs en Palestine occupée. Un dernier mot sur, je le disais, la ferveur autour de la CAN et qui fait que les dirigeants marocains en profitent pour justement faire une espèce d'entourloupe finalement au peuple marocain qui est, il faut le rappeler, totalement solidaire de la cause palestinienne, qui est contre ce projet de normalisation, voire de partenariat stratégique. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des réactions, encore une fois, sachant que le peuple marocain est souvent dans les rues à revendiquer toutes sortes de privations de leurs droits, etc., sociaux et autres. Et là, est-ce qu'il pourrait y avoir des réactions ? Alors, il pourrait y avoir des réactions, mais j'irai un peu plus loin, il est de leur devoir de réagir, car la situation est plus que jamais dramatique. Le Maroc est aujourd'hui complètement sous pilotage sioniste, un pilotage qui va jusqu'à épouser les thèses de l'entité sioniste, parce que vous avez abordé la question de la Somalie. Il y a quelques jours, lors d'une réunion extraordinaire de la Ligue arabe concernant une condamnation franche et directe de la reconnaissance par l'entité sioniste du Somaliland, le Maroc a refusé de joindre sa voix à celle des pays arabes qui ont condamné l'atteinte contre l'unité ainsi que contre l'indépendance et la souveraineté de la Somalie. Donc on voit bien à quel point ça va. Donc il est encore une fois du devoir des Marocains de sortir dans la rue, de réagir, de faire entendre leur voix, parce que cette soumission du régime colonial marocain à l'entité sioniste ne s'arrête pas uniquement, n'est pas une menace uniquement pour les pays de la région, mais elle est également une menace pour le peuple marocain lui-même, car si on revient au dernier ouvrage des deux co-auteurs, M. Smith et Bergman, l'affaire Ben Barka, La fin du secret, on apprend qu'il y a eu une collaboration active entre les services de renseignement marocains et le Mossad pour assassiner un Marocain qui est Ben Barka. Effectivement. Oui, monsieur. C'est juste pour ne pas terminer sur une note. Nous traversons, il est vrai, tout le monde le sait, un tourbillon vertigineux dans la diplomatie internationale avec une brutalité extraordinaire et faisant fi des us et coutumes diplomatiques, pratiquement le droit de la force. Mais restons le truc, s'il y a une réhabilitation du système, et ça se passe hors Nations Unies, tout ce auquel nous assistons, si on réhabilite le système des Nations Unies qui remet au centre du problème le droit international, et d'une part, et d'autre part, avec la rapacité du régime sioniste qu'on lui connaît, qui est en train d'avaler les ressources marocaines et de s'imposer au Maroc, qui va éjecter à terme et l'Espagne et la France de ce qui se passe au Maroc, il y aura probablement une réaction salvatrice venant d'abord du Sud global et entre autres de l'Union africaine, du système des Nations Unies qui va reprendre en main ses prérogatives de faire respecter le droit international et également de trouver une plus grande alliance pour isoler ces États compradors, ces États, j'allais dire, belliqueux qui troublent la paix et la sécurité dans le monde. Oui. Ajoutant que la présence de l'entité sioniste maintenant fortement ancrée au Maroc pratiquement signe la fin de l'Union du Maghreb arabe. Il ne peut pas exister une union du Maghreb arabe avec un Maroc sionisé, vassalisé, soumis à l'entité sioniste. Oui. Hanan Imam, pour revenir aussi sur Gaza, les situations sont un peu similaires avec, bien sûr, toute proportion gardée, avec le peuple sahraoui, qui est aussi colonisé. Aujourd'hui, on le disait, ce cessez-le-feu à Gaza est plutôt une mascarade. Est-ce que, selon vous, c'est la fin du plan de paix il y a très peu de perspectives pour aller à la deuxième phase de ce plan, justement? Personnellement, je pense que l'objectif stratégique de ce plan de paix n'est pas de résoudre le problème ou de mettre un terme aux exactions et au génocide.
mais de faire disparaître la question palestinienne des écrans radars médiatiques et des écrans radars de l'opinion publique mondiale. Et cet objectif stratégique, malheureusement, il a été atteint. Donc, pour l'américano-sionisme, peu importe que les Palestiniens meurent ou souffrent ou subissent les pires exactions qu'on puisse imaginer. L'essentiel est que tout cela ne s'affiche pas sur le radar médiatique mondial et sur le radar de l'opinion publique mondiale. Oui. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que il ne faut pas nourrir des espérances mal placées sur la réussite de ce plan. Mais combien de temps pourront-ils tenir? Parce que je le disais, sur les réseaux sociaux, peut-être pas sur les médias mainstream, mais sur les réseaux sociaux, les images de Gaza affluent toujours, de la Cisjordanie aussi, où l'ONU a déclaré, et pour la première fois, le système d'apartheid dans l'ensemble en fait des territoires palestiniens. Combien de temps pourront-ils, parce qu'il y a encore des gens qui se mobilisent, des associations, des acteurs internationaux, etc., qui se mobilisent et se remobilisent pour certains. Et donc combien de temps, selon vous, pourront-ils tenir? Personnellement, je pense qu'il y a des objectifs à atteindre. Nous avons basculé avec l'affaire du Venezuela. C'est un petit peu long à expliquer, mais avec l'affaire du Venezuela, nous avons basculé vers la loi de la jungle. Monsieur Imam, j'aimerais qu'on reste, s'il vous plaît, sur le plan. C'est vrai que effectivement tout est imbriqué, mais j'aimerais qu'on reste précisément sur Gaza. Les États-Unis et l'entité sioniste ne donnent aucune importance à l'Organisation des Nations Unies et au débat qui s'y passe. Ils ne donnent pas aussi une grande importance à l'image qui est totalement catastrophique de l'entité sioniste, puisque l'objectif de cette entité est de procéder à une déportation des Palestiniens de Gaza. Et ils ont institué une fondation financée par des fonds gouvernementaux pour assurer cette déportation. Ils veulent rendre la vie impossible aux Gazaouis, mais loin des écrans radars médiatiques. C'est cela l'objectif. Et bien évidemment, cet objectif ne peut pas être atteint s'il n'y a pas une sorte d'accord implicite non déclaré des États-Unis. Il me semble que la vraie politique américano-sioniste par rapport à Gaza vise à rendre aux Gazaouis la vie impossible, oui, de sorte qu'ils acceptent d'être déportés n'importe où. Il faut voir les choses d'une manière réaliste et concrète, puisque rien n'empêche les États-Unis de taper sur la table et d'imposer un accord s'ils le veulent réellement. Mais il semble que tout ce plan, tout ce programme ait pour objectif de mettre en sourdine la question palestinienne et la situation à Gaza, de sorte qu'elle échappe à l'intérêt de l'opinion publique. Même si il y a bien évidemment dans l'opinion publique mondiale certaines franges qui militent pour la cause palestinienne, mais c'est pas assez. On ne voit plus des manifestations de masse, on ne voit plus des grèves, on ne voit plus les mobilisations qui se passaient l'année dernière dans les principaux États occidentaux. On va passer la parole à monsieur, voilà. Ayachi. Vous voulez réagir? Compléter ce que dit notre frère tunisien. Mais pour moi, je suis de ceux qui disent que la résistance palestinienne a gagné. Oui, le plan de paix, le pseudo-plan de paix est en marche. Il ira peut-être de façon encore plus négative, péjorative pour les Palestiniens. Mais il y a combien de pays qui ont reconnu maintenant l'État palestinien? Il y a combien de victoires diplomatiques pour la cause palestinienne à travers le monde? Est-ce qu'on va faire ça par perte de profit? On va tout oublier? Ce n'est pas vrai. La question palestinienne a fait d'énormes pas en avant, avec, c'est vrai, un lourd tribut payé par le peuple palestinien. Le martyre du peuple palestinien peut continuer encore pendant longtemps,
mais la cause palestinienne est vivace, elle est centrale sur le plan international. Symboliquement. Hein. Non, pas symboliquement, les gens militent. Les gens de la remettent Non, les gens sur militent, place. mais sur Elle le est plan toujours juridique, au ils sein n'ont de rien l'ONU. gagné, docteur Madame Yachi. Samia, elle est au niveau de l'Assemblée générale, elle existe. Oui. Il y a l'État palestinien, le truc. On ne peut pas, d'un trait de plume, venant de n'importe qui, effacer le problème palestinien. C'est fini. Le problème palestinien existe. Il est même aujourd'hui soutenu plus qu'il y a 30 ans dans le monde. Y compris par l'opinion internationale, par certains médias internationaux, par des pays qui ont reconnu maintenant le truc. Et donc, je crois qu'il y a, les Palestiniens ont payé beaucoup, mais ils ont engrangé d'énormes victoires. Alors, tout dépend en fait de comment on voit le verre, à moitié plein ou à moitié vide. Ouais. Non, Il est oui, plus qu'à moitié plein. voilà. Mais juste pour revenir aux voisins, Oui, allez-y. aux voisins marocains, je pense que nous n'avons pas suffisamment parlé de la réaction du peuple marocain par rapport à la normalisation Oui. avec Israël. Il y a beaucoup de rapports qui disent que cette 90%. normalisation, à 90% peut-être plus, cette normalisation est impopulaire, voire même rejetée. Les Marocains, il n'y a pratiquement pas une semaine qui passe sans qu'on assiste à une manifestation, Oui. sans qu'on voit une manifestation dans les grandes villes marocaines contre justement cette normalisation. Il faut savoir que la cause palestinienne dont parle Saïd Ayachi, elle est très très populaire au Maroc. Et au Maroc même, ça c'est les journaux et les militants des droits de l'homme marocains. Alors la cause palestinienne au Maroc, elle transcende toutes les familles politiques. Elle fait consensus pratiquement chez tout le monde. Et tout le monde, il y a aujourd'hui une très grande fracture entre ce qu'on pourrait appeler le gouvernement, le Makhzen marocain, etc., et le peuple. Et la politique étrangère, il se peut que le changement puisse venir de l'intérieur. La politique étrangère, aujourd'hui, marocaine, est considérée par le peuple marocain et perçue comme une infamie et même une honte. Et c'est ce qui donne d'ailleurs, la considère comme complètement immorale, et c'est ce qui rajoute du carburant justement aux manifestations contre le problème de la santé, problème de société que vivent la pauvreté, etc., que vivent les Marocains. Je voudrais qu'on revienne sur la question de la normalisation, parce que finalement, tout est parti un peu de là. Et Bon, c'est une transaction. Les Marocains l'ont normalisé. Il n'y a pas que parce les Marocains, justement. Il n'y a une pas que les pays reconnaissance de arabes. la Il y a pseudo- aussi les pays à majorité musulmane, comme le Kazakhstan, par exemple, qui a normalisé récemment. Vous avez l'Indonésie qui serait en réflexion aussi. Il y a certaines alliances cachées, comme on disait tout à l'heure, par le Maroc, avec le Maroc qui l'a caché pendant des années. Et là, ça a été révélé au grand public. Certains pays aussi à majorité musulmane, qui ne sont pas des pays arabes, Oui. réfléchissent à ça. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui sur cette entité sioniste, parce qu'il y a ce dont on parlait la semaine dernière, Oui. enfin, l'émission dernière, quand on avait parlé de pragmatisme, qui est en fait une expression lisse pour dire qu'on met les intérêts finalement au-dessus des valeurs, Absolument. au-dessus Absolument. des principes. Absolument, absolument. On est dans une période ou dans une séquence internationale Oui. qui est à la fois amorale et immorale, bien évidemment. Donc, mais les dynamiques diffèrent d'une région à une autre. Les raisons diffèrent d'une région à une autre. Vous disiez en début d'émission que le Maroc est probablement l'un des rares pays arabes à avoir, etc. Bon, on oublie que la Jordanie a signé un traité de paix avec l'entité sioniste depuis très longtemps. On oublie que l'Égypte a signé un traité Oui. depuis avec très longtemps. Que l'Égypte ne fournit pas des armes C'est vrai. et ne met pas à disposition ses ports pour, C'est vrai. Oui. pour alimenter le génocide en Palestine occupée. Oui, bon, ça, on n'en sait pas trop, mais moi, je retiens les 30 milliards de dollars de contrats de gaz conclus récemment avec Israël. Bon, à la limite, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, le président Tebboune l'a dit, si demain l'État palestinien venait à être reconnu, créé, etc., Il y aurait la reconnaissance. nous-mêmes, nous n'aurions peut-être pas de problème à normaliser avec Israël. Mais c'était ça à la base. C'était, Oui, nous conditionnons
conditionnons La notre condition reconnaissance par la création des d'un deux État États, palestinien simplement. viable avec El-Quds pour capitale. Et aujourd'hui, on Parce n'aurait qu'il pas faut, eu il ce faut- il faut le débat. préciser, l'Algérie n'a pas de conflit religieux ou racial ou ethnique Oui, ou quel que soit de oui, ce type oui. avec Mais l'entité sioniste. aujourd'hui, on n'aurait pas eu de ce débat si Oui. Israël n'avait pas aidé le Maroc à s'équiper en armes ultra sophistiquées. Et dans ce cas-là, bon, nous sommes bien obligés de nous préparer au scénario du pire. Ils les auraient aidés à construire des bâtiments, on n'en aurait pas parlé. Bon, on aurait soutenu la Palestine, bien évidemment, mais on n'aurait pas eu ce débat aussi grave. Oui. Voilà. Merci beaucoup. On va remercier d'abord Dr Saïd Ayachi. Merci d'avoir été parmi nous. On C'est moi qui remercie. vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Adnan Limam également, qui était avec nous depuis Tunis. Vous êtes expert en relations internationales. Merci, Monsieur Limam. Et on va passer à la deuxième thématique de cette émission, je vous le disais au début, avec les nouvelles perspectives pour le marché mondial du pétrole et son impact sur notre pays. C'est ce qui nous intéresse ce soir, avec le déploiement prochain du pétrole vénézuélien qui détient entre 17 et 20% des réserves mondiales. Les incertitudes s'intensifient évidemment autour de la demande, de la faiblesse de la demande, la flambée des prix. Et certains experts relativisent au demeurant, considérant que l'ouverture des vannes vénézuéliennes pourrait prendre du temps. L'Algérie qui se prépare également, ça aussi nous l'avons prévu comme sujet ce soir, qui se prépare à démarrer l'un de ses plus gros projets miniers à Garage Billet. Les essais techniques ont été concluants sur le long du tracé de 950 km. La ligne ferroviaire, cette nouvelle ligne ferroviaire, permettra l'acheminement des minerais de fer de Garage Billet vers les nouveaux complexes de transformation Béchar, Tindouf et Naama. Là encore, l'Algérie compte se placer évidemment sur la géopolitique des mines dans un contexte complexifié, évidemment aussi par l'offre mondiale qui risque de grimper dans les prochaines années. Et nous sommes rejoints par nos deux invités pour ce deuxième plateau. Monsieur Chouaib Boutamin, vous êtes expert international en énergie. Bonsoir. Bonne et heureuse année à vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Monsieur Issaad Mouloud, vous êtes spécialiste en géologie minière et maître de conférence à l'université USTBH de Bab Zouar. Bonsoir. Bonsoir. Bonne et heureuse année Merci. à vous également. Monsieur Mahfoud Kaoubi, qu'on ne présente plus, l'économiste de l'émission, consultant pour Canal Algérie. Bonsoir. Bonne et heureuse année. Bonne et heureuse année à vous, à toute l'équipe technique, à tous les Algériens. Merci beaucoup. On va commencer donc, je le disais, le ministre américain de l'énergie. On va commencer avec vous, Monsieur Boutamin, qui disait ce mercredi, ou qui annonçait la prise de contrôle par Washington de la commercialisation du pétrole vénézuélien. Et Donald Trump annonce que Caracas va livrer entre 30 millions et 50 millions de barils de pétrole à Washington. Ce pétrole sera vendu au prix du marché. Qu'est-ce que cela signifie pour l'offre mondiale, selon vous? Bonsoir, exactement, c'est bien dit. Ce sera vendu avec le prix du marché mondial. Et excusez-moi de faire des digressions. Exactement, quelques détails de ce qui se passe dans la scène internationale. Je vous explique et j'aimerais bien parler des deux plus grandes économies de le monde, qui sont les USA et la Chine. Et je pense que c'est ça le target en fin de compte. Il y a des conflits d'intérêts entre les deux puissances mondiales. D'accord? Alors, si on commence par les USA. Les Américains, ils ont de l'histoire, ils ont de l'expertise dans la production et des technologies de production de pétrole et gaz. Et comme vous le savez, les USA maintenant sont les plus grands producteurs de pétrole. Ils produisent 13,8 millions de barils de pétrole par jour. Ils dominent, c'est les plus grands producteurs. Par rapport au gaz naturel, ils sont les plus grands producteurs de gaz naturel dans le monde. Ils produisent 1100 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Ils sont les plus grands exportateurs du LNG, spécialement plus du GNL. Rappelons que vous êtes beaucoup plus anglophone, donc on va, il n'y a pas de souci. On va traduire. Merci beaucoup. Et la plus grande partie presque 50% va à l'Europe. Et si on décortique la situation énergétique aux USA, en 2014, la production des USA, des Américains en matière de pétrole, a été aux environs de 8,5 millions de barils. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, 13,8, il y a une augmentation de 50%. Pour le gaz naturel, il y a aussi une augmentation de 50% par rapport des ans passés. Ça veut dire que les Américains,
Ils savent bien, ils maîtrisent bien l'industrie pétrolière et gazière. Maintenant, je reviens à la deuxième plus grande économie mondiale, qui est la Chine. La Chine, qui est le plus grand importateur de pétrole dans le monde. En 2025, elle a importé 11,5 millions de barils par jour de pétrole. La Chine est le plus grand importateur du LNG, GNL, dans le monde. Ça veut dire que la Chine, elle est toujours indépendante à l'importation, soit du pétrole, soit du gaz. Et là, on voit la différence. Par contre, c'est quoi la différence entre les USA et les Chinois? La Chine a fait des traversées ou des avancées très importantes en matière de minéraux. Je vous explique que la Chine actuellement domine 70% de l'industrie. On va en parler d'ailleurs. Exactement, de le monde. La Chine, maintenant, le raffinage, 90% de raffinage, tout ce qui est produit minéraux, les minéraux critiques, 90% se sont assurés par la Chine en Amérique latine et aussi en Afrique. Et là, je vois, il faut mettre l'accent sur ça. Pourquoi cette intervention américaine au Venezuela? La Chine, comme vous le savez, les plus grands investisseurs étrangers en Amérique latine, au Venezuela, c'est bien la Chine, et bien sûr de le pétrole et gaz. Et il faut bien mettre l'accent sur les ressources minières au Venezuela. Donc c'est quelque chose qui va barrer la route à la Exactement, Chine. c'est pour barrer la Chine, la route à la Chine. La route à la Chine, et bien sûr. Mais est-ce que l'offre aujourd'hui qui est donc prévue, déjà entre 30 et 50 millions de barils, c'est quelque chose qui va changer la mécanique de l'offre? Non, c'est pas ça. C'est pas ça qui va affecter le marché pétrolier mondial. Pourquoi cette annonce, selon vous? Cette annonce, pourquoi? Parce que je vous explique. Maintenant, la Chine a acheté le pétrole vénézuélien avec un discount. Okay? Si le marché dans le Brent aujourd'hui, il fait $60, la Chine, elle l'achète avec $10 ou $15 de moins. Ça veut dire, si les Chinois achètent un produit soit de la Russie, soit de la Russie, soit de Venezuela avec un discount, une remise de $15-20 de baril, ça veut dire une fois les sociétés chinoises produisent des produits, ils produisent avec moindre coût. Ça veut dire s'ils produisent soit des pneus, soit quoi que ce soit de l'industrie, ils sont plus compétitifs par rapport aux Européens et aux Américains. Et c'est ça qui dérange les Américains maintenant. Les Chinois achètent avec moindre coût et d'ailleurs ils produisent, ils offrent au marché mondial des produits qui sont moins chers et c'est ça qui met les Américains. Problème. Exactement, qui fait problème aux Américains. C'est pour ça qu'ils veulent copier la route en face des Chinois, surtout en Amérique latine et aussi en Afrique. Alors, parlons du baril de pétrole. Oui. La situation maintenant, il y a une offre, il y a un axe. On a un surplus dans le marché mondial de pétrole. Le baril aujourd'hui est 60 à moins de $60. Il y a une offre excessive. Le Q1 généralement, il n'y a pas une grande demande sur le pétrole. Alors, cet axe surplus de pétrole, c'est ça qui est en train d'absorber l'onde de choc, parce que malgré qu'il y a des problèmes géopolitiques dans le monde, on a, comme vous le savez, il y a le problème en Ukraine, il y a le problème des tensions avec l'Iran. Les prix n'augmentent pas. Pas pour le moment, parce qu'on a une offre un surplus exactement sur le marché. Et je pense, malgré les tensions, malgré les tensions. Mais justement, est-ce que l'offre vénézuélienne va faire baisser les prix, tout simplement, en disant... Pour le Venezuela détient les plus grandes réserves pétrolières de le monde, détient 303 milliards de barils. Mais malgré ces réserves importantes, énormes, la production est très faible. Venezuela produit à peine 1 million de barils par jour. Mais il y a une caractéristique, des spécifications, j'aimerais bien mettre l'accent au-dessus. Le pétrole vénézuélien est très lourd et très sobre. Alors, très lourd, ça veut dire que ça va coûter pour le transporter. Alors, au Venezuela, peut-être pour mettre le téléspectateur au courant, une fois Venezuela produit, les sociétés vénézuéliennes produisent le pétrole sur le champ, ils ne peuvent pas le transporter à travers des pipelines. Il n'y a pas les infrastructures pétrolières et gazières qu'il faut. Non, elles existent, mais elles sont faibles. Elles sont faibles. Elles sont faibles. Qu'il faut, c'est pour ça que je dis qu'ils Exactement. Elles ne peuvent pas nécessaires. le transporter. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas de pipeline, parce qu'il est très lourd. Ils doivent importer le pétrole léger, ce qu'on appelle le nafta, le mélanger pour pouvoir le transporter. Parce qu'il est très lourd, il est impossible de le transporter. Il est visqueux aussi, selon certains spécialistes. Très visqueux, bien sûr. Il est très visqueux, très lourd. Ils ne peuvent pas le transporter. Et c'est ça le problème du Venezuela. Il y a quelques raffineries de le monde qui peuvent traiter... Notamment américaines.
précisément. Louisiana, Texas C'est et ça. quelques raffineries en Chine. Qui maîtrisent ce processus. C'est pour ça le retour je dirais, la production vénézuélienne au marché mondial, ce sera très difficile. Peut-être ça va prendre des années et des années, mais ça dépend qui va contrôler cette production. Justement, Monsieur Kaoubi, donc il a en partie répondu à ma question. L'offre vénézuélienne qui va donc inonder le marché mondial en pétrole, c'est pas pour demain. Oui, ce n'est pas pour le court terme, ce n'est pas pour demain, ni pour après-demain. Mais sur le moyen et le long terme, ça va peser énormément sur la logique de comportement des acteurs et ça pourrait entraîner une nouvelle logique en matière de concurrence entre les différents acteurs, dans la mesure où on peut passer à une logique de guerre des marchés. Et une guerre de part de marché va impacter nécessairement les prix. Les États-Unis ne sont pas situés très très loin du Venezuela, donc ce qui relativise un petit peu cette question de transport. Et puis les États-Unis produisent principalement du gaz de schiste, qui est très léger. Et donc du pétrole de schiste qui est très léger et qui mélangé avec les pétroles vénézuéliens lourds, pourrait permettre aux États-Unis d'exporter la part économisée du pétrole léger. Et donc, d'une manière ou d'une autre, sur le moyen terme, la production, la même mise des États-Unis sur la production vénézuélienne, une fois que les installations soient remises à niveau, que des investissements soient consentis, c'est pour ça que je parle de moyen terme, donc ça impactera nécessairement les marchés, et ça donnera encore plus aux États-Unis une carte pour être l'acteur qui détermine les logiques de comportement et qui influence sérieusement les prix. Mais justement, pour influencer les prix, d'abord, ce que vous dites, de ce qu'on comprend, c'est qu'il faudra de l'argent, de l'énergie pour mettre le pétrole vénézuélien dans le marché mondial. Et tout ça, c'est les États-Unis qui vont consentir à le faire. Et puis, quel intérêt aussi pour les États-Unis, encore une fois, de mettre autant de brut sur le marché si ça doit baisser les prix? L'objectif est stratégique. Donc, réduire de l'impact que pourraient jouer l'OPEP+, la Russie et l'Arabie Saoudite, et avoir pratiquement toutes les cartes entre les mains des États-Unis. Deuxièmement, c'est justement ce rôle du dollar qui a nettement diminué durant ces dernières années. La carte du pétrodollar était ce qui explique les événements aussi actuels. Tout à fait. Donc c'est d'amener les autres acteurs à écouter les orientations des États-Unis. Ça, c'est l'objectif. Et puis, Trump a annoncé un programme d'investissement de 150 milliards de dollars dans le domaine de l'industrie pétrolière au Venezuela, ce qui constitue une opportunité assez importante en termes d'investissement, car le secteur pétrolier est un secteur important aux États-Unis dans la composition du produit intérieur brut américain et aussi dans les logiques de comportement des lobbies à l'intérieur des États-Unis. Donc, d'une pierre deux coups, régler certains problèmes internes en répondant positivement aux besoins et aux exigences de l'industrie pétrolière américaine, et sur le plan international, atténuer de l'influence de certains acteurs qui ont des stratégies à moyen terme pour contourner donc la domination des États-Unis à travers et la production et le dollar. Et je dirais... Mais vous n'avez pas répondu sur la partie des prix. S'il y a autant de brut dans le marché à moyen terme, comme vous dites, quel sera l'intérêt pour un pays comme les États-Unis? Le prix prix d'équilibre, si l'offre est trop, le trop prix importante. d'équilibre tourne autour de $60. Donc la situation d'augmentation... c'est quelque chose qui va se permaniser, c'est ce que vous dites? Oui, bon, voilà, si vous permettez, parlant des prix, cette question est un peu un piège dans cette question-là. Je vous explique. Les USA maintenant produisent, en septembre passé, ont atteint un record, 13,8 millions de barils de pétrole par jour. Mais d'où vient ce pétrole-là? C'est bien du pétrole de schiste. Le pétrole de schiste, comme vous le savez, il y a une déplétion rapide par rapport au conventionnel. Ça veut dire, si on découvre un champ conventionnel, comme on a en Algérie ou d'autres pays dans le monde, le conventionnel, il y a une déplétion naturelle. Alors ça prend du temps pour le conventionnel pour que les quantités diminuent.
Par contre, pour le shale oil, c'est très rapide. On le découvre aujourd'hui, quelques années, 3 ans, 4 ans, il va disparaître parce que ça se consomme rapidement. C'est pour ça les USA, les Américains maintenant, ils pensent à medium et long term. Ça veut dire qu'ils ont mis une stratégie pour remplacer, parce qu'ils ont mis le paquet. Et il y a des analyses qui disent que peut-être il va atteindre un pic exactement de production aux USA. C'est pour ça qu'ils ont mis une stratégie medium et long term pour remplacer. C'est le pétrole vénézuélien, du coup. Exactement, pour remplacer ça à partir pétrole et gaz. Venezuela ou d'autres régions. Ça, je pense que c'est juste un départ, mais on ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir. Oui, d'accord. Alors, c'est pour ça, parlons d'augmentation de l'offre de le marché mondial. Donc elle ne sera pas significative, selon vous. Elle ne sera pas extrêmement non, importante. pas extrêmement. Puisqu'elle va remplacer, en fait, notamment le gaz de schiste, en fait, gaz et pétrole de schiste. Cet assaut-là a été bien planifié. Planifié, c'est pas en 2 semaines, 3 semaines. Oui, évidemment, c'est c'est des sur mois. le long terme. Je vais dire pourquoi. Le jour de l'attaque, c'était le samedi à 1h, 2h du matin. Les marchés ont été ouverts, fermés, pétrole, samedi et dimanche, jour repas. Ça veut dire, les 36 heures, ils ont permis d'absorber le choc du marché pétrolier. Et d'ailleurs, les prix vendredi étaient 61. Lundi passé, enfin, les marchés dimanche soir, ils ont ouvert, ils étaient à 60 $. Parce que ils ont joué sur le temps. Première heure de fermeture du marché, ils ont fait cette attaque-là, et c'est pour ça qu'ils ont absorbé, ils ont bien planifié pour ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le Q1, il y a le quarter one, le premier quart de l'année. Le premier semestre, le premier trimestre peut-être. Il y a, le premier quart de l'année, les premiers 3 mois, dans le secteur énergétique mondial, on sait qu'il y a faible demande sur l'énergie, sur le pétrole. C'est pour ça qu'ils ont choisi le 1er janvier pour ça, parce qu'il n'y aura pas un impact sur le pétrole. Parce que le 3 janvier, précisément. Exactement, parce que généralement, on se rappelle en 2022, la guerre en Ukraine et en Russie, on savait comment les prix ont augmenté à 120 $. Cette fois-ci, c'était bien calculé. Ils ont choisi le timing et même aussi le mois ou la période où faire cette Exactement. Zine Cherfaoui, un mot sur l'impact sur nous, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi ce soir, évidemment. Est-ce que nous devrions être inquiets ou est-ce que c'est quelque chose avec lequel il faudra composer de toute façon Oui, il faudra. C'est un élément avec lequel, en réalité, tous les pays producteurs de pétrole devaient se préparer. C'est un scénario auquel tous les pays producteurs de pétrole devaient se préparer il y a au moins 10 ou 20 ans, depuis le temps qu'on parle de la fin du pétrole cher. Le pétrole cher c'est des exceptions. Sur 10 ans, vous avez peut-être 1 année, 2 ans, où vous avez un pétrole à 120 $. Ça peut aller jusqu'à un peu plus, un peu moins. Mais je pense que l'époque d'un baril de pétrole cher est révolue. On devra peut-être composer avec un pétrole en moyenne entre 50, 60, 70 $. Ça, à mon avis, c'est le grand maximum. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le grand cabinet d'affaires avec Goldman Sachs qui prévoit un baril de pétrole à 50 $ à la fin de l'année 2026, probablement, peut-être début de l'année 2026, on ne sait pas. Le problème, c'est que, comme le disaient vos invités, on est dans une conjoncture, on a d'abord un surplus de pétrole sur le marché. On a à peu près 3 millions de barils qui sont en surplus sur le marché. C'est énorme. Vous avez de nouveaux acteurs pétroliers qui mettent du pétrole sur le marché. Et puis, encore, ils ne sont pas tous en capacité de le faire. Imaginez-vous si la Libye mettait fonctionnait. Même l'Irak n'a jamais retrouvé sa pleine capacité de production. Même l'Irak. Et on se rend compte que même les tensions géopolitiques n'influent plus sur les prix. Oui. Demain, il se passerait quelque chose au Proche-Orient, au Moyen-Orient. Ça m'étonnerait fort que les prix augmentent du moment que déjà les États-Unis ont trouvé des alternatives à la fin de leur pétrole ou gaz de schiste avec le Venezuela. Ouais. Donc on est parti sur une séquence où l'on va avoir un baril de pétrole à des prix moyens entre 50 et 60 $ qui permettraient à la fois aux pays producteurs et aux pays consommateurs de trouver leur compte. Maintenant, pour nous, la question du pétrole ne nous intéresse
parce qu'on n'est plus un grand pays producteur de pétrole, on est un pays gazier, ne nous intéresse que parce que les pays du gaz sont indexés sur les prix du pétrole. Évidemment. Bien évidemment, nous n'aurons pas les mêmes rentrées d'argent que celles que nous avions il y a 10 ans ou peut-être un peu plus. Sauf exception. Et c'est la raison pour laquelle... Parce que, pardonnez-moi, au début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il y a eu cette flambée du prix du gaz. Et c'est quelque chose... Après, après c'est retombé. Oui, c'est un tournant qu'il fallait exploiter pour faire un certain nombre de choses, mais c'est peut-être un autre débat, une autre émission. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le gouvernement algérien, par exemple, c'est le cas d'autres gouvernements, insiste beaucoup sur la diversification de l'économie, justement pour préparer essayer cette phase, de effectivement. Compenser ce que nos recettes ont perdu. Samy, un mot sur le pétrole, et puis je vous poserai la question sur les mines aussi, avec ces essais concluants donc, sur la ligne ferroviaire pour finalement le lancement du projet de Garage Billet. En droite ligne de cette question de la diversification. De la diversification, c'est pour ça que je le dis. Point nommé. Non, concernant la question du pétrole, ce qui est clair, net et précis, c'est que le dernier épisode au Venezuela a plusieurs conséquences. Une conséquence déjà continentale en Amérique latine, avec cette doctrine Monroe, avec le retour des États-Unis sur donc le continent américain, avec aussi cette volonté de faire pression sur d'autres pays. Avec Cuba, on peut penser par extension à Cuba. Et je pense que la véritable question, c'est aussi priver un peu la Chine d'un marché intéressant pour son économie. Ouais. Et surtout, la question qui a été abordée avant du pétrodollar, je pense qu'elle est fondamentale et centrale. C'est je pense, pour les États-Unis, un moyen de freiner cette dynamique observée ces dernières années de dédollarisation. Voilà. De sauver leur économie. Et de sauver leur économie. Là, on est vraiment dans une guerre économique qui ne dit pas son nom. La diversification, on disait, elle passe par les lancements des projets lignés. Il y en a plusieurs. L'un des plus emblématiques, c'est évidemment Garage Billet. Qui constitue une avancée logistique majeure pour notre pays, l'Algérie, et dont les travaux, d'abord de la construction de la ligne ferroviaire sur un linéaire de 950 km, est quand même un projet assez important. Et pourquoi ? Parce qu'il a aussi sa particularité, c'est qu'il a été terminé beaucoup plus tôt que le temps imparti, donc avec un gain de 3 mois, ce qui est très intéressant. Le projet devait se dérouler sur 24 mois, donc c'est toujours ça de gagner. Ça constitue aussi un tournant, car notre pays est riche en minerais de fer. La mine de Garage Billet, donc ses réserves sont estimées à plus de 3,5 milliards de tonnes, ce qui est des réserves conséquents sur le plan mondial. Et là, pour le coup aussi, le partenaire chinois est d'autant plus intéressé par ce projet stratégique, d'autant plus qu'il veut diversifier ses apports en fer, en minerai de fer, car il dépend beaucoup de l'Australie. Donc, et il y a aussi avec ce projet, pour notre pays, je pense, le début de la page des hydrocarbures qui est tournée, car ça contribuera à alimenter de façon conséquente l'économie nationale, notamment... Monsieur Kaoubi, il a levé les yeux au ciel. Je parle de début. De début. Donc on est encore à un stade embryonnaire, mais il y a cette volonté concrète d'aller au-delà des hydrocarbures. En tout cas, de diversifier. Et c'est un projet aussi structurant. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'il y a toute une connexion qui est faite entre les unités de transformation, entre bien sûr la ligne ferroviaire qui ne va pas toucher que le fret, mais qui concernera aussi les voyageurs. Le transport des voyageurs. Le transport des voyageurs. Et très rapidement, ça va alimenter aussi toute cette industrie locale, au nord du pays, notamment avec Toysali, Bellara, etc. Où là, il y a vraiment un véritable... un apport stratégique, si je puis dire. Monsieur Essaad, on va vous donner enfin la parole. C'est votre spécialité, justement, les mines, les minerais. Le lancement donc de l'utilisation et de l'exploitation locale du minerai de fer, extrait donc de la mine de Garage Billet, à partir du premier trimestre 2026. Ce méga projet, en quelques mots, avant de poser d'autres questions, en quoi il va changer l'économie et l'industrie algérienne, selon vous? Au fait, avant de parler du projet en lui-même, il faut parler de la substance en question, à savoir le fer. Donc, il y a les gens
ont tendance à se focaliser un peu trop sur les minéraux stratégiques, les minéraux critiques, plein de termes, et oublier certains aspects de certaines substances très particulières, comme par exemple le fer ou bien le phosphate, s'agissant de l'Algérie. Il faut savoir que, avant de parler du projet lui-même, la géostratégie, la géoéconomie du fer, du minerai de fer, et par conséquent de la sidérurgie, est très particulière et très importante à travers le monde. Donc, avant de parler de Garage Billet, il faut comprendre et se rappeler à quel point nous vivons, la civilisation actuelle dans laquelle nous vivons est une civilisation qui est bâtie énormément sur les métaux. On a tendance à l'oublier encore une fois, mais les métaux constituent notre quotidien, que ce soit dans les infrastructures ou bien dans les écrans qu'on utilise tous les jours. Donc parmi ceux-là, nous avons le fer. La particularité du fer, c'est qu'on a un marché mondial très asymétrique où on a deux principaux producteurs, que sont l'Australie en premier lieu et le Brésil, et d'autre part la Chine. La Chine, c'est le plus gros consommateur, le plus gros producteur mondial, et c'est elle qui fait le marché, que ce soit pour la substance, pour le minerai ou bien pour la sidérurgie. Autre particularité, dans le domaine du fer à travers le monde, le prix n'est pas fixé par le producteur, mais plutôt par le consommateur, à savoir la Chine. Donc dans tout ça, il est très important pour nous de placer notre projet dans cette configuration et dans cette géostratégie. Pour revenir à l'Algérie, nous avons plusieurs gisements qui se distribuent à travers le pays. Pendant très longtemps, le nord du pays a été dominé par les deux plus gros gisements du nord, à savoir Ounza et Bouhdara. On a tendance à l'oublier. Ounza et Bouhdara contiennent encore du minerai de très bonne qualité. Il faut le dire, c'est un minerai de qualité supérieure à celle de Garage Billet, et les réserves sont de l'ordre, pour simplifier un peu les choses, à peu près 100 de millions de tonnes. Pour une consommation annuelle, ce qui était au niveau de l'Hadjar, 2 millions, je crois, 2,5 millions. Donc on voit que pour la sidérurgie locale, on a déjà quelque chose qui est installé, qui est prêt, qui est celui de le minerai de Ounza et Bouhdara. Pour revenir à Garage Billet est un minerai assez particulier de par sa composition, de par sa position. C'est-à-dire, au départ, d'ailleurs il a été découvert, ça fait très longtemps, au départ les voyants étaient tous au rouge, que ce soit le traitement, que ce soit l'exploitation, que ce soit le transport. Donc il est tout à fait normal que ça prenne autant de temps. Ce qu'il faut aussi se rappeler, ne jamais oublier, c'est qu'à travers le monde, le fer n'est pas un minerai cher. Actuellement, nous avons, que ce soit les consommateurs ou bien les fournisseurs de minerais bruts, ce sont des acteurs qui fournissent et qui ont besoin des minerais à bas coût. Donc, tous ces facteurs-là ont fait en sorte que la maturation d'un tel projet nécessite beaucoup de temps. Et il faut aussi penser à ce projet sur le très très long terme, parce que le marché du fer est un marché... Pour sa rentabilité, c'est ce que vous voulez. Pour sa rentabilité, non seulement, je parle aussi des facteurs exogènes. Les facteurs exogènes, justement, on parlait du Venezuela dont on dit qu'il a des réserves aussi extrêmement importantes en fer. On parle de près de 15 milliards de tonnes de réserves. Après, vraiment, ce ne sont pas des chiffres extrêmement précis. Hein. Mais justement, est-ce que là encore, on doit s'attendre à une offre importante et du coup, actuellement, les un données impact sur les prix? Oui, de par l'histoire du Venezuela, son économie, les sanctions, tout ça, donc les chiffres ne sont pas encore clairs. Ne sont pas précis. Ne sont pas encore précis, ne sont pas encore clairs. Donc il est encore trop tôt pour en parler, mais il y a aussi des choses à rectifier. Il faut savoir que le temps du secteur minier n'est pas le temps de l'économie, ni le temps du pétrolier. Donc il faut comprendre que ça prend beaucoup plus de temps. Le terme qui est revenu, s'agissant du Venezuela, c'était le terme, parfois on parlait de métaux rares, parfois on parlait de minerais stratégiques, minerais critiques. C'est très complexe, c'est très compliqué à la fois. Il y a plein de choses qui s'entremêlent. Donc, quand on parlait de ça, on parle essentiellement, puisqu'on parle du Venezuela, on parle des États-Unis en réalité. C'est-à-dire, on parle de la politique américaine en matière de métaux critiques et de métaux stratégiques. Il y a pour essayer de faire un peu de pédagogie, il y a 4 principaux acteurs dans ce secteur dans le monde. Il y a la Chine, la Russie, l'Union européenne et les États-Unis. Chaque pays, il a ses besoins, il a sa politique, il a sa stratégie. La particularité des États-Unis, c'est que c'est à peu près à partir de 2010, ils se sont rendus compte que c'était un levier diplomatique. C'était un levier, c'était à l'époque de l'administration Obama, que pouvait utiliser la Chine dans ses relations. C'était un poids qu'elle pouvait faire jouer à tout moment. Donc à partir de 2010, nous avons vu que la politique américaine, que ce soit Obama, Biden ou bien Trump, c'est la même.
les 3 acteurs, c'était la même politique. Donc, ils ont décidé de passer vraiment à la vitesse supérieure en adoptant une démarche que je ne dirais pas agressive, mais beaucoup plus présente sur les marchés internationaux. Pour vous donner une idée, parmi les 4 acteurs que je vous ai donnés maintenant, les États-Unis ont la particularité d'avoir confié une grande partie de ce dossier au département de la Défense. C'est-à-dire le département de la Défense ne fait pas que de la surveillance ou de la veille. Le département de la Défense finance des projets d'exploration aux États-Unis. Donc, il finance directement des licences, des permis d'exploration aux États-Unis. Donc, à travers le monde, personne ne fait ça. C'est les seuls à vouloir le faire. Donc, Parce que c'est stratégique, justement. C'est extrêmement stratégique. Autre particularité des États-Unis, c'est qu'ils utilisent, c'est aussi pour l'armement, pour l'industrie de l'armement, ce qui n'est pas le cas de la Chine, ni de la Russie, ni de l'Union européenne. Donc, si on veut comprendre la position des États-Unis, que ce soit sur le Venezuela ou bien le dossier en général, il faut se rappeler ça. C'est que, c'est un département c'est une problématique traitée conjointement avec le département de la Défense. Et deuxièmement, c'est lié directement à l'industrie militaire, ce qui n'est pas le cas d'autres. Pour conclure, parce qu'il nous reste vraiment plus de temps, pour le cas de l'Algérie, l'exploitation de cette mine, évidemment, on a parlé de la transformation économique qu'elle peut apporter, mais aussi sur les marchés internationaux. Alors, oui, sur les marchés internationaux, au fait, la détermination d'une substance, qu'elle soit critique ou bien stratégique ou bien la politique, ne dépend pas la politique qu'on doit mener ne dépend pas des marchés internationaux. C'est chaque pays selon ses priorités. Au cours d'un séminaire où on a participé récemment, on a traité de cette problématique et en faisant une petite synthèse de l'industrie et de nos ressources, on a défini à peu près 4 substances très importantes pour l'Algérie qui revêtent d'un caractère stratégique et critique. Premièrement, le fer, tout simplement. Quand on importe près de 80% de nos besoins en minerais de fer, c'est extrêmement problématique pour notre industrie sidérurgique à l'avenir. Oui, mais j'aimerais vraiment que vous répondiez à la question. C'est-à-dire que lorsqu'on mettra sur le marché international le fer algérien, le fer de Garage Billet, est-ce que c'est quelque chose qui va aussi être important dans l'offre mondiale? Ça rentre directement dans un des objectifs des Chinois, à savoir limiter leur dépendance à l'Australie en premier lieu, avec certaines affinités géopolitiques, vous comprenez, par rapport aux États-Unis. Donc c'est limiter la dépendance à l'Australie et au Brésil, ça a connu quelques perturbations à l'époque de Bolsonaro, ça ne s'est pas vraiment très bien passé. Donc l'objectif initial, plutôt le plus important, pour nous, c'est de prendre ces parts de marché, étant donné que le plus gros consommateur mondial veut baisser sa dépendance par rapport à ces 2 acteurs. Justement, M. Kaoubi, pour terminer là-dessus, la Chine, il y a aussi l'Inde, il y a aussi les Américains aussi qui sont intéressés par le fer algérien? Oui, tout à fait. Donc, un produit prisé, abondant certes. Maintenant, il y a la question de la rentabilité et du prix qui va être déterminante à côté de cette question de positionnement géostratégique. Donc, une importance particulière à la maîtrise des coûts, à la maîtrise des défis techniques et à cette question de la rentabilité du moment où elle est déterminante sur le marché international. Merci beaucoup, Monsieur Mahfoud Kaoubi. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous nos consultants, Sami Kaidi et Zine Sharfaoui. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Monsieur Chouaib Boutamin, vous êtes expert international en énergie, et Saad Mouloud, spécialiste en géologie minière et maître de conférence à l'université de Bab el-Oued. On n'a pas eu le temps de développer suffisamment tous les sujets, mais on y reviendra, Inch'Allah. Merci. J'ai dit autre chose? J'ai dit Bab el-Oued, décidément, c'est pas possible. Je voulais dire Babsour. Il n'y a pas d'université à Bab el-Oued. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt. Excellente suite des programmes. Au revoir.